est aujourd'hui ne descendent pas, généralement parlant, des Bretons qui habitaient l'Angleterre quand les Romains la conquirent. Néanmoins, les traits dont César et Tacite se servent pour caractériser les Bretons conviennent aux Anglais. Les uns ne furent pas plus sujets à la jalousie que ne le sont les autres. Tacite écrit qu'Agricola ne trouva rien de mieux pour engager les anciens Bretons à faire apprendre à leurs enfants le latin, la rhétorique et les autres arts que les Romains enseignaient aux leurs, que de les piquer d'émulation en leur faisant honte de ce qu'ils se laissaient surpasser par les Gaulois. L'esprit des Bretons, disait Agricola, était de meilleure trempe que celui des Gaulois, et il ne tenait qu'à eux, s'ils voulaient s'appliquer, de réussir mieux que ses voisins. De plus, il faisait instruire dans les arts libéraux les fils des chefs et préférait les dons naturels des Bretons aux talents acquis des Gaulois, si bien qu'après avoir naguère dédaigné la langue de Rome, il se passionnait pour son éloquence. L'artifice d'Agricola réussit et les Bretons qui dédaignaient de savoir parler latin voulurent se rendre capables de haranguer en cette langue, que les Anglais jugent même, si l'on n'emploierait pas encore aujourd'hui chez eux avec succès l'adresse dont Agricola se servit. Quoique l'Allemagne soit aujourd'hui dans un état bien différent de celui où elle était quand Tacite la décrivit, quoiqu'elle soit remplie de villes au lieu qu'il n'y en avait que des villages dans l'ancienne Germanie, quoique les marais et la plupart des forêts de la Germanie aient été changées en prairies et en terres labourables, enfin quoique la manière de vivre et de s'habiller des Germains soit différente par cette raison en bien des choses de la manière de vivre et de s'habiller des Allemands, on reconnaît néanmoins le génie et le caractère d'esprit des anciens Germains dans les Allemands d'aujourd'hui. Les femmes allemandes, comme le faisaient celles des Germains, suivent encore les camps, en bien plus grand nombre que les femmes des autres peuples ne les suivent. Ce que Tacite dit des repas des Germains est vrai des repas du commun des Allemands d'aujourd'hui. Comme les Germains, ils raisonnent bien entre eux sur leurs affaires dans la chaleur du repas, mais ils ne les concluent que de sang-froid. Ils délibèrent quand ils ne sauraient feindre, ils décident et quand ils ne peuvent s'égarer. On trouve de même partout l'ancien peuple dans le nouveau, quoiqu'il professe aux autres religions que l'ancien, et bien qu'il soit gouverné par d'autres maximes. C'est de tout temps qu'on a remarqué que le climat était plus puissant que le sang et l'origine. Les Gallo-Grecs, descendus des Gaulois qui s'établirent en Asie, devinrent en 5 ou 6 générations aussi mous et aussi efféminés que les Asiatiques, quoiqu'ils descendissent d'ancêtres belliqueux qui s'étaient établis dans un pays où ils ne pouvaient attendre du secours que de leur valeur et de leurs armes. Tite-Live, en parlant d'un événement arrivé dans un temps presque également distant de l'établissement de la colonie des Gallo-Grecs et de sa conquête par les Romains, dit de ces Gaulois asiatiques, les Gallo-Grecs étaient à cette époque plus belliqueux, montrant encore le courage des Gaulois, puisque les racines de leur race n'avaient pas encore dépéri. Tous les peuples illustres, par les armes, sont devenus mous et pusillanimes, dès qu'ils ont été transplantés en des contrées où le climat amollissait les naturels du pays. Les Macédoniens établis en Syrie et en Égypte y devinrent au bout de quelques années des Syriens et des Égyptiens, et dégénérant de leurs ancêtres, ils n'en conservèrent que la langue et les étendards. Au contraire, les Grecs établis à Marseille contractèrent avec le temps l'audace et le mépris de la mort particuliers aux Gaulois. Mais, comme dit Tite-Live, en racontant les faits que je viens de rapporter, il en est des hommes comme des plantes et des animaux. Or, les qualités des plantes ne dépendent pas autant du lieu d'où l'on a tiré la graine que du terroir où l'on a semé. Les qualités des animaux dépendent moins de leur origine que du pays où ils naissent et où ils deviennent grands, comme dans le cas des céréales et du bétail. Les semences n'ont pas autant d'influence pour conserver leur nature que n'en ont les caractères propres du terrain et du climat dans lequel ils sont élevés pour les faire changer. Les Macédoniens qui ont fondé Alexandrie en Égypte, Séleucie et Babylone et qui ont installé d'autres colonies disséminées dans le monde entier, ont dégénéré en Syriens, Parthes, Égyptiens. Marseille, située au milieu des Gaulois, a pris un peu du caractère de ses voisins. Qu'est-il resté aux gens de Tarente, de ce goût spartiate, âpre et farouche de la liberté? Tout être vivant est plus noble venu sur son propre terrain. Transplanté dans une terre étrangère, il change de nature et dégénère. Ainsi, les graines qui réussissent excellemment dans un certain pays
dégénèrent quand on les sème dans un autre. La graine de lin venue de Livonie y semée en Flandre et produit une très belle plante, mais la graine du lin cru en Flandre et semée dans le même terroir ne donne plus une plante déjà dégénérée. Il en est de même de la graine de melon, de rave et de plusieurs légumes qu'il faut renouveler pour les avoir bonnes, du moins après un certain nombre de générations, en faisant venir de nouvelles graines du pays où elles atteignent leur perfection. Comme les arbres croissent et comme ils produisent plus lentement que les plantes, le même arbre donne des fruits différents suivant le terroir où il était et celui où il est transplanté. Le cep de vigne transplanté de Champagne en Brie y donne bientôt un vin où l'on ne reconnaît plus les qualités de la liqueur qu'il donnait dans son premier terroir. Il est vrai que les animaux ne tiennent point au sol de la terre, comme les arbres et comme les plantes, mais d'autant que c'est l'air qui fait vivre les animaux et que c'est la terre qui les nourrit, leurs qualités ne sont guère moins dépendantes des lieux où ils sont élevés que les qualités des arbres et des plantes sont dépendantes du pays où ils croissent. Continuons de consulter l'expérience. Il est temps, depuis les temps où Tite-Live écrivait son histoire, que plusieurs peuples de l'Europe ont envoyé des colonies en des climats plus éloignés, plus différents du climat de leur pays natal, que le climat des Gaulois n'était différent du climat de la Gallo-Grèce. Aussi le changement de mœurs, d'inclination et d'esprit, inévitable à ceux qui changent de patrie, a-t-il été plus subi et plus sensible dans les nouvelles colonies que dans les anciennes. Les Francs qui s'établirent dans la Terre Sainte après qu'elle eut été conquise par la première croisade y devinrent après quelques générations aussi pusillanimes et aussi enclins à mal faire que les naturels du pays. L'histoire des dernières croisades est remplie de plaintes amères contre la déloyauté et contre la mollesse des Francs orientaux. Les Soudans du Caire n'avaient pas trouvé d'autre moyen de conserver la valeur et la discipline dans leurs troupes que d'envoyer faire les recrues en Circassie dont leurs mamelucs étaient originaires. L'expérience leur avait enseigné que les enfants de ces Circassiens, nés et élevés en Égypte, n'avaient que les inclinations et le courage des Égyptiens. Les Ptolémées et les autres souverains de l'Égypte, qui ont été soigneux d'avoir de bonnes troupes, y ont toujours entretenu des corps étrangers. Les naturels du pays, qu'on prétend avoir fait de si grands exploits de guerre sous ces ostrices et sous leur premier roi, étaient déjà bien dégénérés dès le temps d'Alexandre le Grand. L'Égypte, depuis sa conquête par les Perses, a toujours été le jouet d'une poignée de soldats étrangers. Depuis Cambyse, les Égyptiens d'origine n'ont jamais, pour ainsi dire, porté l'épée de l'Égypte. Encore aujourd'hui, on ne reçoit pas les Égyptiens naturels dans les troupes entretenues par le grand seigneur pour les gardes de cette province. Elles doivent toutes être composées de soldats nés hors de l'Égypte. Les Portugais, établis dans les Indes orientales, y sont devenus aussi mous et aussi timides que les naturels du pays. Ces Portugais, invincibles en Flandre, où ils faisaient la moitié de la célèbre infanterie espagnole, détruite à Rocroi, avaient des cousins dans les Indes, qui se laissaient battre comme des moutons. Ceux qui se souviennent des événements de guerre arrivés durant les troubles du Pays-Bas, qui ont donné naissance à la République de Hollande, savent bien que l'infanterie composée de Flamands ne tenait pas contre l'infanterie composée d'Espagnols naturels, mais ceux qui ont lu l'histoire des conquêtes des Hollandais dans les Indes orientales savent bien d'un côté que les Hollandais en petit nombre y faisaient fuir des armées entières de Portugais indiens. Je ne veux pas citer des livres odieux, mais qu'on s'informe des Hollandais, même si leurs compatriotes établis dans les Indes orientales y conservent les mœurs et les bonnes qualités qu'ils avaient en Europe. La cour de Madrid, qui fait toujours une attention sérieuse sur le caractère et sur le génie particulier des diverses nations qu'elle gouvernait, témoignait beaucoup plus de confiance aux enfants des Espagnols nés en Flandre qu'aux enfants des Espagnols nés dans le royaume de Naples. Les derniers n'étaient pas égalés en toutes choses aux Espagnols nés en Espagne, ainsi que les autres. Cette cour circonspecte a toujours eu pour maxime de ne point confier en Amérique aucun emploi d'importance aux Espagnols créoles ou nés en Amérique. Cependant, ces créoles sont les habitants qui sont d'une mère et d'un père espagnol, sans aucun mélange de sang américain ou africain. Ceux qui sont nés d'un espagnol et d'une américaine s'appellent métis, et ils se nomment mulâtres quand la mère est négresse. L'incapacité des sujets a eu autant de part à cette politique que la crainte qu'ils ne se soulevassent contre l'Espagne.
Véritablement, on a peine à concevoir à quel point le sang espagnol si brave et si courageux en Europe a dégénéré dans plusieurs contrées de l'Amérique. On ne le croirait pas si 12 ou 15 relations différentes des expéditions des flibustiers dans le Nouveau Monde ne s'accordaient pas toutes à le dire et à en rapporter des circonstances convaincantes. Ainsi que les hommes, les animaux prennent une taille et une conformation différentes suivant le pays où ils sont nés et où ils deviennent grands. Il n'y avait point de chevaux en Amérique quand les Espagnols découvrirent cette partie du monde. On peut bien croire que les premiers qui s'y transportèrent pour faire race étaient des plus beaux de l'Andalousie, où se faisait l'embarquement. Comme les frais du transport se montaient à plus de 200 écus par cheval, on n'épargnait pas apparemment l'argent de l'achat, et les chevaux étaient alors à grand marché dans cette province. Il est des pays en Amérique où la race de ces chevaux a dégénéré. Les chevaux de Saint-Dominique et des Antilles sont petits, mal faits, et ils n'ont que le courage des nobles animaux dont ils descendent, s'il est permis de s'expliquer ainsi. Véritablement, il est en Amérique d'autres pays où la race des chevaux andalous s'est encore anoblie. Les chevaux du Chili sont aussi supérieurs en beauté et en bonté aux chevaux d'Andalousie, que ceux-ci surpassent les chevaux de Picardie. Les moutons de Castille et d'Andalousie transportés en d'autres pâturages ne donnent plus de laine aussi précieuse que celle que fait pousser l'air de Bétique. Augier Ghiselin de Busbecq. Quand les chèvres d'Ancyre ont perdu le pâturage de leurs montagnes, elles ne soucouvrent plus de ce poil si prisé dans l'Orient et connu même en Europe. Il est des pays où le cheval est communément un animal doux qui se laisse conduire à des enfants. En d'autres pays, comme le royaume de Naples, il est presque un animal féroce duquel il faut se garder avec attention. Les chevaux changent même de naturel en changeant d'air et de nourriture. Ceux d'Andalousie sont bien plus doux dans leur pays qu'ils ne le sont dans le nôtre. Enfin, la plupart des animaux n'engendrent plus dès qu'ils sont transportés sous un climat trop différent du leur. Les tigres, les singes, les chameaux, les éléphants et plusieurs espèces d'oiseaux ne se multiplient point dans nos régions. Objection tirée du caractère des Romains et des Hollandais. Réponse à l'objection. On m'objectera peut-être que nous connaissons aujourd'hui deux peuples à qui le caractère que les anciens écrivains donnent à leurs devanciers ne convient plus présentement. Les Romains ne ressemblent plus, continuera-t-on, aux anciens Romains, si fameux par leur vertu militaire, et que Tacite définit des gens ennemis de toutes ces vaines démonstrations de respect qui ne sont que des cérémonies, des gens qui ne se soucient que de l'autorité, apparemment accoutumés à l'orgueil étranger. Tiridade ne connaissait pas l'esprit des Romains pour lesquels la réalité du pouvoir est la seule valable, les vanités négligeables. Le frère du roi des Parthes, Tiridate, qui venait à Rome faire hommage, pour parler suivant nos usages de la couronne d'Arménie, aurait eu moins de peur du cérémonial des Romains, ajoute l'auteur que j'ai cité, s'il les avait mieux connus. Les Bataves et les anciens Frisons, objectera-t-on encore, étaient deux peuples composés de soldats et qui se soulevaient dès que les Romains voulaient exiger d'eux d'autres tribus que des services militaires. Aujourd'hui, les habitants de la province de Hollande, laquelle comprend l'île des Bataves et une partie du pays des anciens Frisons, sont portés au commerce et aux arts. Ils surpassent tous les autres peuples dans le talent de polisser les villes et dans le gouvernement municipal. Le peuple y paye plus volontiers les plus grands impôts qui se lèvent présentement en Europe qu'il ne fait le métier de soldat. Les Belges sont également aptes au combat terrestre et le Batave, qui se méfie du cheval, s'expose à la risée générale. Dit Pufendorf en parlant des Hollandais d'aujourd'hui qui se servaient de troupes étrangères aussi volontiers que les Bataves faisaient la guerre pour les étrangers. Quant aux Romains, je répondrai que lorsque le reste de l'Europe voudra se guérir de la maladie du cérémonial, ils ne seront pas les derniers en s'en faire. Le cérémonial est aujourd'hui à la mode et il tâche d'être supérieur dans sa pratique aux autres peuples, comme ils le furent autrefois dans la discipline militaire. Peut-être que les Romains, nos contemporains, montreraient encore cette modestie après les succès et cette hauteur dans le danger qui faisait le caractère des anciens Romains, si leur maître n'était pas d'une profession qui défend d'aspirer à la gloire militaire. Va-t-on se faire tuer à la guerre dès qu'on a du courage, comme on fait des vers dès qu'on est né poète? Si les Romains ont réellement dégénéré, ce n'est point certainement dans toutes les vertus. Personne ne sait mieux qu'eux tenir ferme ou se relâcher à propos dans les affaires, et l'on remarque encore jusque dans la populace de Rome cet art d'insinuer de l'estime pour ses concitoyens
qui fut toujours une des premières causes de la grande renommée d'une nation. Enfin, il est arrivé de si grands changements dans l'ère de Rome et dans l'ère des environs de cette ville depuis les Césars qu'il n'est pas étonnant que les habitants y soient à présent différents de ce qu'ils étaient autrefois. Au contraire, suivant notre système, il fallait que la chose arrivât ainsi et que l'altération de la cause altérât l'effet. Premièrement, l'air de la ville de Rome, à l'exception du quartier de la Trinité du Mont et de celui du Quirinal, est si malsain durant le grand été qu'il ne saurait être supporté que par ceux qui y sont habitués peu à peu. Et comme Mithridate s'était accoutumé au poison, il faut même renouveler toutes les années l'habitude de supporter la corruption de l'air, en commençant à le respirer dès les premiers jours de son altération. Il est mortel pour ceux qui le respirent pour la première fois quand il est déjà corrompu. On est aussi peu surpris de voir mourir celui qui, en arrivant de la campagne, loge dans les endroits où l'air est corrompu, et même ceux qui, dans ce temps-là, y viendraient habiter des endroits de la ville où l'air demeure sain, que de voir mourir l'homme qu'un boulet de canon a touché. La cause de cette corruption de l'air nous est même connue. Rome était percée autrefois sous terre comme sur terre, et chaque rue y avait un cloaque sous le pavé. Ces égouts aboutissaient tous au Tibre par différents canaux qui étaient balayés perpétuellement des eaux de 15 aqueducs, qui voituraient des fleuves entiers à Rome, et ces fleuves se jetaient enfin dans le Tibre par les bouches des cloaques. Les bâtiments de cette ville si vaste, ayant été renversés par les Goths, par les Normands de Naples et par les Temps, les décombres des édifices bâtis sur les 7 collines ont comblé les vallées subjacentes, de manière que dans ces vallées, l'ancien rez-de-chaussée est souvent enterré de 40 pieds. Un pareil bouleversement a bouché plusieurs rameaux par lesquels beaucoup de cloaques médiocres communiquaient avec les grands cloaques qui aboutissaient au Tibre. Les voûtes écrasées par la chute des bâtiments voisins ou tombées par vétusté ont ainsi fermé plusieurs canaux et intercepté l'écoulement des eaux. Cependant, la plupart des égouts par lesquels les eaux de pluie et les eaux de ceux des anciens aqueducs qui subsistent encore tombent dans les cloaques sont demeurés ouverts. L'eau a donc continué d'entrer dans ces canaux sans issue. Elle y croupit et elle y devient tellement infectée que lorsqu'il arrive aux fouilleurs d'ouvrir en creusant un de ces canaux, la puanteur et l'infection qui s'en exhalent leur donnent souvent des maladies mortelles. Ceux qui ont osé manger des poissons qu'on y trouve quelquefois ont presque tous payé de leur vie une curiosité téméraire. Or, ces canaux ne sont pas si avant sous terre que la chaleur, qui est très grande à Rome durant la canicule, n'en tire des exhalaisons empestées qui s'échappent d'autant plus librement que les crevasses des voûtes ne sont bouchées qu'avec des décombres et des gravats qui font un tamis bien serré que celui d'un terrain naturel ou d'un sol ordinaire.